mes parents ont légué à mon frère cadet une luxueuse villa d'une valeur de 800 000 € à Neuilly-sur-Seine. À moi, ils m'ont laissé un cabanon en bois pourri au fin fond des Alpes. Le jour où je l'ai découvert, ma fiancée, Chloé, m'a claqué la porte au nez, hurlant que j'étais un minable pathétique qui ne réussirait jamais à rien. J'étais brisée, humiliée et désespérée. Mais lorsque j'ai finalement pris un train pour les Alpes et ouvert la porte de ce cabanon, j'ai trouvé quelque chose d'une valeur de 50 millions d'euros. C'est ainsi que ma vie a basculé. Je suis Étienne Dubois, 29 ans, l'aîné d'une famille qui ne m'a jamais trouvé à la hauteur. Mon frère cadet, Benoît, était l'enfant prodige. On disait dans ma famille qu'il pouvait charmer n'importe qui. Mon père, Antoine, croyait que Benoît avait l'ambition nécessaire pour faire perdurer le nom des Dubois. Ma mère, Isabelle, était plus douce, plus gentille, mais elle n'a jamais remis en question les décisions de mon père. Benoît était leur fierté. J'étais leur arrière-pensée. Chloé Martin, la femme que je pensais épouser, ne cachait pas non plus ce qu'elle pensait de moi. Nous étions fiancés depuis 1 an, et je croyais que nous construisions une vie ensemble. La vérité est qu'elle attendait seulement que j'atteigne le succès de mon frère. Quand elle a appris l'existence du testament, elle n'est pas seulement partie. Elle m'a craché un venin que je n'oublierai jamais. Et c'est là que mon histoire commence. Le moment où j'ai perdu tout ce que je croyais avoir et le moment où j'ai été forcée d'entrer dans quelque chose que je n'avais jamais imaginé. En grandissant, j'ai toujours su que j'étais le personnage secondaire dans ma propre famille. Benoît, mon frère cadet, était l'étoile brillante. S'il voulait quelque chose, mes parents trouvaient un moyen de le lui donner. Si je demandais la même chose, la réponse était que ce n'était pas pratique ou que je devais travailler plus dur. Notre père, Antoine, était un homme qui croyait que la vie était un champ de bataille. Il avait cette idée qu'un fils avait la force de diriger et que l'autre devait s'endurcir. Ma mère, Isabelle, était gentille et affectueuse quand nous étions seuls, mais devant mon père, elle était silencieuse, soutenant toujours ses choix. Benoît jouait dans l'équipe de football du lycée, et mon père était à chaque match, criant depuis le bord du terrain, fier comme s'il avait élevé un champion. Je me souviens avoir ramené un jour une nouvelle que j'avais écrite au lycée. Mon professeur l'avait qualifiée d'exceptionnelle. Je l'ai posée sur la table du dîner, attendant une reconnaissance. Mon père l'a à peine regardée avant de se tourner vers Benoît pour lui demander ses objectifs pour la prochaine saison de football. Ce moment m'est resté, la façon dont le silence est plus fort que les mots. À l'âge adulte, la même dynamique a continué. Benoît a prospéré. Il est devenu consultant financier à Paris, conduisant des voitures de luxe, vivant dans des appartements cossus, faisant des escapades d'un week-end en Italie. Il avait toujours une nouvelle montre ou un nouveau costume, et les gens le louaient pour sa confiance en lui. Je travaillais dur aussi, mais dans des emplois qui couvraient à peine le loyer et les factures. J'ai essayé d'être fière de lui, mais je n'ai jamais pu me débarrasser de l'ombre qu'il jetait sur moi. Chloé est entrée dans ma vie il y a 3 ans, et au début, elle a été comme une bouée de sauvetage. Elle était belle, ambitieuse et pleine d'énergie. Elle me disait qu'elle aimait à quel point j'étais différent des hommes qu'elle fréquentait habituellement. Elle disait que j'avais une âme et un cœur. Et pendant un certain temps, je l'ai cru. Mais avec le temps, ses paroles ont changé. Elle a commencé à me comparer à Benoît, me demandant pourquoi je ne pouvais pas m'habiller comme lui, pourquoi je ne pouvais pas viser plus haut, pourquoi je ne pouvais pas me battre plus fort pour réussir. Lors des dîners, elle se penchait sur la table et disait des choses comme « Étienne, je ne comprends juste pas comment tu peux te contenter de cette petite vie. Tu ne veux pas plus ? Tu ne veux pas être quelqu'un ?» Je lui disais que j'essayais. Je lui disais « Tout ne se mesure pas à l'argent ou au statut. » Elle roulait des yeux et disait « Dis ça au propriétaire quand le loyer est dû. » Puis est arrivé l'appel téléphonique qui a tout changé. L'avocat de notre famille nous a contactés au sujet du testament. Mes parents étaient décédés à quelques mois d'intervalle. D'abord, mon père d'un AVC, puis ma mère après le déclin de sa santé. J'étais encore sous le choc de la perte, essayant toujours de gérer mon chagrin. Benoît et moi avons été tous deux invités à nous réunir au bureau pour examiner leur succession. En entrant dans ce bureau, je m'accrochais à une infime lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être,
m'avait-il laissé quelque chose de significatif? Peut-être ma mère s'était-elle battue pour moi à la fin. Benoît est entré comme si c'était une réunion d'affaires, serrant la main de l'avocat et riant comme si tout était déjà décidé en sa faveur. Quand le testament a été lu, j'ai eu l'impression qu'un marteau s'écrasait sur ma poitrine. Benoît a reçu une villa à Paris, évaluée à plus de 800 000 €, ainsi que la majorité de leurs avoirs financiers. J'ai reçu l'acte de propriété d'un cabanon isolé dans les Alpes. C'était tout. Pas d'explication, pas d'équilibre, juste Benoît avec une villa et moi avec une cabane oubliée dans la nature. Je suis resté figé sur ma chaise, mes doigts serrant les accoudoirs, mon visage brûlant d'humiliation. Benoît a souri d'un air suffisant comme si la vie avait simplement confirmé ce qu'il savait déjà. Papa a toujours cru en moi, je suppose, a-t-il dit, en me tapant sur l'épaule comme si j'étais un enfant qui avait besoin de réconfort. Quand Chloé l'a appris plus tard dans la nuit, elle a perdu le contrôle. Elle a crié si fort que les voisins pouvaient l'entendre à travers les murs. Un cabanon? Tu te moques de moi? Benoît a une villa et tu as un taudis dans les bois? Tu t'entends quand tu parles de ta vie? Tu es un minable pathétique, Étienne. Tu l'as toujours été. Elle a jeté la bague de fiançailles sur la table. Je ne vais pas gâcher ma vie avec quelqu'un qui ne réussira jamais à rien. Puis elle est partie en claquant la porte assez fort pour faire trembler l'encadrement. Je suis resté là en silence, fixant la bague. Je me sentais mis à nu. Non seulement j'avais perdu mes parents, mais la même semaine, j'avais perdu la femme avec qui je pensais passer ma vie. Toutes les insultes de mon enfance sont revenues en même temps, chacune résonnant dans ma tête. Le ton dédaigneux de mon père, l'orgueil suffisant de Benoît, les mots cruels de Chloé, c'était un cœur, me disant que j'étais sans valeur. Pendant des jours, j'ai porté l'acte de propriété de ce cabanon dans ma poche. Je l'ai sorti encore et encore, le fixant comme si c'était une blague cruelle, un taudis pourri au milieu de nulle part. Que étais-je censé en faire? Le vendre à la ferraille, le brûler, faire semblant qu'il n'existait pas? Mais plus je fixais l'encre fanée sur ce papier, plus quelque chose se déplaçait en moi. Peut-être qu'il ne s'agissait pas de la propriété elle-même. Peut-être s'agissait-il d'affronter ce que mes parents avaient laissé derrière eux. Une nuit, alors que le bruit de la circulation urbaine grondait devant ma fenêtre et que mon appartement me semblait une prison, j'ai pris ma décision. Si c'était tout ce que je valais à leurs yeux, il fallait que je le voie de mes propres yeux. J'ai acheté un billet aller simple pour les Alpes. C'est le moment où j'ai arrêté de fuir le jugement de ma famille. C'est le moment où j'ai décidé d'affronter le cabanon. L'avion pour les Alpes était petit et tremblait, comme si chaque rafale de vent pouvait le désintégrer. J'étais pressé contre la fenêtre froide, regardant des étendues infinies de neige et de forêt en contrebas. Je serrais l'acte de propriété dans ma main comme si c'était à la fois une malédiction et une clé. Mon esprit revoyait le sourire suffisant de Benoît et les derniers mots de Chloé. Minable pathétique. Ces mots me faisaient plus mal que tout ce que mon père avait jamais dit. Ils étaient assez tranchants pour me suivre dans le silence de la cabine de l'avion. Quand l'avion a atterri, l'air extérieur m'a frappé comme un coup de poing. C'était plus froid que tout ce que j'avais jamais ressenti à Paris. Le sol était recouvert de neige qui crissait sous mes bottes, et le ciel était d'un gris ininterrompu. Un chauffeur, que j'avais organisé avec la petite compagnie aérienne locale, a chargé mon sac dans un camion cabossé et m'a conduit sur des routes glacées pendant des heures. Nous n'avons croisé que des forêts, des rivières gelées et l'occasionnelle vieille maison en bois qui semblait abandonnée. Finalement, le chauffeur s'est arrêté au bout d'une route étroite et a montré du doigt devant lui. C'est aussi loin que je peux vous emmener. Le reste, c'est à pied. Le cabanon devrait être à environ 1 kilomètre par là. Je l'ai payé, j'ai jeté mon sac sur mon épaule et j'ai commencé à marcher. Le froid me mordait la peau à travers mes gants. Chaque pas crissait dans la neige, et le silence des bois était lourd. Il n'y avait pas de voiture, pas de gens, pas de bruit de ville, seulement mon propre souffle et le bruit de mes bottes contre la neige. Quand j'ai finalement vu le cabanon, mon cœur s'est serré. Il avait l'air pire que ce que j'avais imaginé. Le porche s'affaissait. L'une des fenêtres était cassée, et le bois à l'extérieur était noirci et fissuré par des années de pourriture. Le toit semblait pouvoir s'effondrer à tout moment. J'ai ri une fois,
amèrement et brièvement, parce que c'était exactement le genre d'héritage que l'on laisserait à quelqu'un dont on ne se soucie pas. J'ai laissé tomber mon sac sur le porche et j'ai poussé la porte. Les gonds ont hurlé comme si la maison elle-même était en colère d'être dérangée. À l'intérieur, l'air était épais de poussière. Des meubles cassés étaient éparpillés sur le sol. L'odeur de moisi et de vieux bois me piquait le nez. J'ai traversé les pièces, chacune pire que la précédente. L'évier de la cuisine était rouillé. Les planches du plancher craquaient comme si elles étaient prêtes à céder sous mon poids. Une famille de souris avait rongé ce qui avait pu être un canapé. Je me suis assis sur une chaise qui semblait assez solide et j'ai enfoui mon visage dans mes mains. C'est ce qu'il pensait de moi, ai-je dit à voix haute, ma voix résonnant dans le cabanon vide. C'est tout ce que je vaux. Je voulais appeler Benoît à ce moment-là, juste pour l'entendre se vanter au téléphone. Je voulais lui crier dessus, lui demander pourquoi nos parents pensaient qu'il méritait tout pendant que je n'avais rien d'autre qu'une ruine. Mais je savais ce qu'il dirait. Il rirait, me dirait que papa avait raison, que je n'avais jamais eu la motivation, que j'étais toujours destiné à être le fils de reste. La vérité faisait plus mal que le froid extérieur. Cette nuit-là, j'ai déroulé mon sac de couchage dans le coin de la pièce la moins délabrée. Allongé dans le noir, je pensais à Chloé. Son visage, sa voix, la façon dont elle m'avait un jour tenu la main et m'avait dit qu'elle croyait en moi. Puis ces mots de cette dernière nuit sont revenus, martelant ma tête comme des coups de marteau. Minable pathétique. Elle l'avait dit avec un tel venin que je pouvais encore l'entendre par-dessus le vent hurlant dehors. Le sommeil ne vint pas facilement. Chaque craquement de l'ancienne cabane me faisait me demander si le toit allait s'effondrer sur moi. Chaque rafale de vent faisait cliqueter la fenêtre cassée comme des os. J'ai serré mon sac de couchage plus fort autour de moi et j'ai fixé les ombres au plafond, me demandant si j'avais fait la plus grosse erreur de ma vie. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans le silence. Le feu que j'avais essayé d'allumer dans la cheminée s'était éteint, et le froid avait pénétré mes os. Je suis sortie en titubant, regardant ma respiration s'évaporer dans l'air, et j'ai fixé les arbres qui m'entouraient. Le cabanon était isolé. Il n'y avait pas de voisins, personne qui m'entendrait si je criais. Je ne m'étais jamais sentie aussi complètement coupée du monde. Pendant un instant, j'ai pensé partir, vendre le terrain au premier acheteur que je pourrais trouver, prendre l'argent que je pourrais rassembler et disparaître à nouveau à Paris. Mais l'image de Benoît dans sa villa et de Chloé se moquant de moi me fit rester là où j'étais. Je ne pouvais pas retourner auprès d'eux vaincus. Cette pensée me brûlait en rentrant à l'intérieur. J'ai commencé à explorer le cabanon plus attentivement, poussant de côté les chaises cassées et nettoyant des tas de bois pourris. La colère me poussait en avant. Chaque fois que je soulevais un débris, je pensais à mon père me disant que j'étais faible. Chaque fois que je balayais la poussière en un tas, je pensais au visage suffisant de Benoît. Chaque fois que j'ouvrais une porte, je pensais à la voix de Chloé me rabaissant. Pendant que je travaillais, je me disais, il doit y avoir plus que ça. Il doit y avoir une raison pour laquelle ils m'ont laissé cet endroit. C'était la seule façon pour moi de donner un sens à l'injustice. Je ne pouvais pas accepter que le cabanon ne soit que des déchets dont ils voulaient se débarrasser. Le soir, mon corps était douloureux, mais quelque chose me maintenait en mouvement. Ce n'était pas l'espoir. C'était le désespoir. Si je ne trouvais rien ici, je savais que je quitterais les Alpes brisées et vides. Et puis, alors que je retirais un tapis poussiéreux du sol, j'ai remarqué une poignée, un petit anneau de fer encastré dans un panneau de bois carré. Je me suis accroupie et j'ai tiré, et le panneau s'est soulevé avec un gémissement de bois et de gonds rouillés. En dessous, un espace sombre s'est ouvert. Une cave cachée. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Pour la première fois depuis mon arrivée, j'ai ressenti une étincelle d'autre chose que du désespoir. La poignée dans le sol était froide contre mes doigts. Mon cœur battait plus vite que jamais. Je me suis agenouillée là, respirant difficilement, fixant l'ouverture noire sous le cabanon. L'odeur qui s'en dégageait était humide et terreuse, comme de la terre qui avait été scellée pendant des décennies. Pendant un instant, j'ai hésité, craignant ce que je pourrais trouver. Peut-être que c'était juste un abri anti-tempête. Peut-être que ce n'était rien. Mais quelque chose en moi m'a poussé en avant.
J'ai attrapé une lampe de poche dans mon sac, je l'ai allumée et j'ai projeté le faisceau dans le trou. Des marches en bois descendaient dans l'obscurité. Elles semblaient usées, mais intactes. Mon estomac s'est noué lorsque j'ai posé un pied sur la première marche. Elle a gémi sous mon poids, mais elle a tenu. Lentement, prudemment, je suis descendu, la lampe de poche tremblant légèrement dans ma main. La cave était plus froide que le cabanon au-dessus. Ma respiration s'est embuée dans le faisceau lumineux. Je l'ai balayé à travers la pièce et j'ai gelé. Des caisses en bois empilées le long des murs de pierre. Des coffres en métal, certains rouillés, d'autres étonnamment bien conservés. Un grand coffre dans le coin. La poussière recouvrait tout, mais l'espace était organisé, délibéré. Je me suis accroupi devant l'une des caisses et je l'ai ouverte. Le bois s'est fendu lorsque je l'ai tiré. À l'intérieur, des rangées de paquets de tissus étaient soigneusement attachés avec de la ficelle. J'en ai ramassé un, l'ai déballé et j'ai failli le laisser tomber. Dans mes mains se trouvait une pile de pièces d'or, lourde et brillante, même à travers la poussière des décennies. Ma poitrine s'est serrée alors que je chuchotais dans le noir. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai déchiré un autre paquet. Des bijoux anciens scintillaient. Des bagues, des broches, des colliers, chacun brillant de pierres que je ne pouvais pas nommer mais que je savais précieuses. Mon pouls battait à tout rompre dans mes oreilles. J'ai ouvert une autre caisse et j'ai trouvé plus de la même chose. De l'or, de l'argent, des bijoux. C'était comme entrer dans un rêve. Je suis tombé en arrière contre le mur, serrant la lampe de poche alors que la vérité s'imposait. Mes parents ne m'avaient pas laissé des ordures. Ils m'avaient laissé quelque chose de caché, quelque chose d'énorme. Le poids de cela m'a presque écrasé. Non pas à cause de sa valeur, mais à cause de ce que cela signifiait. Ils m'avaient confié cela, pas à Benoît, à moi. Pendant des années, j'avais cru que j'étais la déception. J'avais vécu sous l'ombre du succès de Benoît et des critiques de mon père. Maintenant, je regardais la preuve que mes parents m'avaient vu différemment que je ne le pensais. Ils n'avaient pas choisi Benoît. Ils m'avaient choisi moi. Mais cette réalisation n'a pas seulement apporté du soulagement. Elle a apporté de la peur. Que devais-je faire de tout cela? Qui d'autre était au courant? Et si Benoît le découvrait? Et si Chloé l'apprenait et revenait me hanter? Mes mains tremblaient lorsque j'ai remis les pièces d'or dans la caisse. Ce n'était pas seulement de la richesse. C'était une responsabilité. C'était un danger. Je me suis forcé à continuer d'explorer. Dans le grand coffre du coin, j'ai trouvé des registres reliés en cuir, fragiles avec l'âge. En feuilletant les pages, j'ai vu des comptes détaillés de droits fonciers, de concessions minières et d'affaires commerciales datant de près d'un siècle. L'histoire de ma famille était écrite ici. Ils avaient possédé de vastes étendues de terre, et certains documents suggéraient des droits sur des ressources qui pourraient encore être actives. Un nom revenait sans cesse, mon grand-père, Émile Dubois. Je n'avais jamais su grand-chose de lui, seulement qu'il avait été un homme dur, plus strict encore que mon père. Maintenant, je comprenais qu'il avait construit quelque chose qui s'était transmis de génération en génération. Et ici, dans cette cave cachée, mes parents me l'avaient transmis. Je me suis assis sur l'une des caisses. La lampe de poche posée sur mon genou et j'ai essayé de respirer. Pendant si longtemps, j'avais cru au mensonge que je ne valais rien. Pourtant, me voici assis sur une richesse si immense qu'il était presque impossible de la saisir. 50 millions d'euros ou plus cachés sous un cabanon que tout le monde pensait sans valeur. Mais c'était aussi le moment de la décision. Je ne pouvais pas simplement laisser le trésor ici et faire semblant qu'il n'existait pas. Je ne pouvais pas non plus retourner à Paris en le brandissant devant Benoît. Cela inviterait le chaos, les procès, et peut-être même des menaces. Et Chloé, bon sang, elle reviendrait dès qu'elle en aurait vent, agissant comme si elle avait toujours cru en moi. Je savais que je ne pouvais pas laisser cela arriver. J'ai fait un vœu à ce moment-là, le murmurant dans l'air froid. Je ne gâcherai pas ça. Je ne les laisserai pas le prendre. Je le protégerai. Je prouverai que vous avez eu raison de me faire confiance. Pendant les 2 jours suivants, j'ai travaillé comme un homme possédé. J'ai catalogué tout ce qui se trouvait dans la cave, notant ce que je trouvais dans un carnet que j'avais apporté.
J'ai renforcé la trappe avec de nouveaux clous et je l'ai recouverte à nouveau avec le tapis. J'ai nettoyé le cabanon, réparé la fenêtre cassée, remis en état la cheminée et balayé des années de saleté. Chaque amélioration, aussi minime soit-elle, me donnait l'impression de reprendre le contrôle de ma vie. Pendant que je travaillais, mon esprit s'aiguisait. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait d'identité. Mes parents m'avaient vu comme quelqu'un qui pouvait supporter le poids de cet héritage, même s'ils ne l'avaient jamais dit à voix haute. Peut-être que la dureté de mon père avait été sa façon tordue de me tester. Peut-être que les yeux silencieux de ma mère avaient porté un message qu'elle n'avait jamais osé prononcer. Debout au milieu de ce cabanon en ruine, je ne me sentais plus comme un homme abandonné. Je me sentais comme un homme à qui on avait confié une mission. L'amertume que j'avais portée pendant des années commença à s'estomper. Les mots de Chloé brûlaient encore, mais maintenant ils me poussaient au lieu de me briser. Le sourire suffisant de Benoît me hantait toujours, mais maintenant je voulais qu'il sache que j'étais plus que l'ombre qu'il croyait que j'étais. Quand je me suis finalement allongée sur le lit réparé cette nuit-là, le cabanon ne me semblait plus une ruine. Il me semblait une forteresse, un commencement. Mon point de basculement n'a pas été seulement la découverte du trésor. C'était la réalisation que pour la première fois de ma vie, j'avais du pouvoir, et j'étais prêt à l'utiliser. Les jours qui ont suivi la découverte de la cave ont été un flou de travail, de peur et de détermination. J'ai continué à cataloguer tout ce que je trouvais. Chaque caisse que j'ouvrais révélait plus de preuves que mes parents avaient caché quelque chose d'extraordinaire. J'essayais de dormir la nuit, mais mon esprit tournait avec des possibilités. Je me posais toujours la même question. Pourquoi moi ? Un soir, alors que j'étais assis avec les registres étalés sur le sol du cabanon, j'ai remarqué une enveloppe pliée glissée entre deux pages. Mon nom y était écrit de la main de ma mère. Ma poitrine s'est serrée quand je l'ai déchirée. À l'intérieur se trouvait une lettre jaunie mais soigneusement conservée. Étienne, commençait-elle. Si tu lis ceci, cela signifie que ton père et moi sommes partis. Je veux que tu comprennes que ce que nous t'avons laissé n'est pas une erreur ou une punition. C'est de la confiance. Ton père a toujours vu Benoît comme audacieux, mais il voyait aussi de la témérité en lui. Il voyait de la fierté dans les apparences, pas dans la substance. Avec toi, il voyait une force qui ne se manifeste pas par de bruyantes victoires, mais par la patience, la résilience et le cœur. Nous savions que tu protégerais cet héritage, que tu ne le gaspilleras pas. S'il te plaît, pardonne-nous pour la façon dont cela a pu paraître. Nous t'aimons, ta mère. Les mots se sont brouillés alors que les larmes remplissaient mes yeux. Pendant des années, j'avais cru que mes parents pensaient que j'étais sans valeur. Pendant des années, j'avais porté leur silence comme preuve qu'ils n'avaient jamais cru en moi. Et maintenant, entre mes mains, je tenais la preuve que je m'étais trompée. Ils avaient cru en moi depuis le début. Ils avaient juste une autre façon de le montrer. J'ai pressé la lettre contre ma poitrine, mon cœur battant si fort qu'il me faisait mal. Chaque insulte que Benoît m'avait lancée, chaque fois que mon père m'avait ignoré, chaque mot cruel que Chloé avait hurlé, tout s'est effondré sous le poids de cette seule vérité. J'étais celui qu'ils avaient choisi, pas Benoît, pas l'enfant prodige, moi. Mais cette prise de conscience a aussi amené la tempête à ma porte. La nouvelle du testament s'était déjà répandue parmi les amis de la famille, et Benoît avait commencé à poser des questions. Il m'a appelé un soir, sa voix acérée. Alors, comment va la vie dans ton petit cabanon ? As-tu déjà réalisé que papa et maman t'ont laissé un tas d'ordures pendant que je vis dans leur villa ? Vends-le et arrête de te ridiculiser, Étienne. Tout le monde sait que tu ne peux rien gérer de mieux. Je voulais lui dire la vérité, lui crier au téléphone que le cabanon valait plus que tout ce qu'il avait réuni, mais j'ai retenu ma langue. Je me débrouille, ai-je dit à la place. Ma voix était calme, mais à l'intérieur un feu faisait rage. Benoît pensait qu'il avait gagné, et une partie de moi voulait qu'il continue de le penser. Chloé aussi est venue rôder. Elle m'a envoyé un message des semaines après son départ. Étienne, j'ai réfléchi. J'ai réagi de façon excessive. Tu me manques. Peut-être pourrions-nous reparler des choses. J'ai fixé l'écran, le souvenir de sa voix me traitant de pathétique résonnant dans mon esprit.
Pendant un instant, j'ai envisagé de répondre, mais j'ai ensuite supprimé le message sans un mot. Je ne lui manquais pas. Elle avait entendu des murmures d'argent, et elle en voulait une part. Je suis retournée à la cave. J'ai sorti d'autres documents et j'ai réalisé l'ampleur de ce que j'avais hérité. Mon grand-père avait revendiqué des terres dans les Alpes au début de l'exploration des ressources. Des droits sur le bois, les gisements minéraux et même le pétrole étaient encore actifs. L'or et les bijoux à eux seuls valaient des dizaines de millions, mais les droits fonciers rendaient la valeur potentiellement bien plus élevée. Cela m'a frappé alors. Mes parents ne m'avaient pas seulement laissé de la richesse. Ils m'avaient laissé un avenir, un moyen de m'élever, non pas par l'approbation de quelqu'un d'autre, mais par mes propres décisions. C'était plus qu'un héritage. C'était une seconde chance. Cette nuit-là, j'ai allumé un feu dans le cabanon et je me suis assis devant, la lettre de ma mère posée sur mes genoux. Les flammes crépitaient et les ombres dansaient sur les murs. J'ai parlé à voix haute comme si mes parents étaient dans la pièce. Je protégerai cela. Je le ferai grandir. Vous m'avez fait confiance et je ne vous décevrai pas, pour la première fois depuis des années, je me sentais entier. Le cabanon n'était plus un symbole de rejet. C'était la preuve de la confiance, de la responsabilité et d'un but. L'amertume qui m'avait empoisonné commença à s'estomper. Je ne vivais plus pour l'approbation de Benoît. Je ne me pliais plus aux insultes de Chloé. Je ne me noyais plus sous l'ombre de mon père. Je me tenais sur mon propre terrain, détenant mon propre héritage. Le point culminant de mon histoire n'a pas été seulement la découverte de la richesse sous les planchers. Ce fut le moment où j'ai réalisé que j'avais enfin brisé les chaînes du doute et de l'humiliation. Le monde pouvait m'appeler comme il voulait. Mais je savais qui j'étais. Mes parents savaient qui j'étais. Alors que le feu s'éteignait et que la nuit devenait calme, j'ai soigneusement plié la lettre et l'ai remise dans le registre. J'ai fermé les yeux et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti comme un perdant. Je me suis senti choisi. Le matin après avoir trouvé la lettre de ma mère, je suis sorti dans l'air glacial des Alpes et j'ai senti quelque chose en moi se stabiliser pour la première fois depuis des années. Le cabanon qui avait semblé une punition me semblait maintenant une responsabilité. J'ai regardé la forêt infinie, la neige lourde sur les branches, le silence pressant mes oreilles, et j'ai pensé, ceci est à moi. Pas seulement le cabanon, pas seulement l'or, ou les droits fonciers enterrés dans la cave. Le choix de faire quelque chose de significatif de ma vie était le mien. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à réparer le cabanon avec une nouvelle détermination. J'ai rapiécé les murs, réparé le toit et débarrassé les meubles cassés. Chaque coup de marteau me donnait l'impression de récupérer un morceau de moi-même. Mon père avait toujours dit que je manquais de motivation. Benoît s'était moqué de moi comme d'un faible. Chloé m'avait traité de pathétique. Chaque insulte me motivait pendant que je travaillais. À chaque réparation, je leur prouvais qu'ils avaient tort. Le cabanon n'était plus un symbole d'échec. Il devenait une maison. Je passais mes soirées dans la cave, lisant les registres, essayant de comprendre l'étendue de ce que j'avais hérité. Les chiffres, les cartes, les actes, ils peignaient un tableau d'une histoire familiale qui ne m'avait jamais été racontée. Mon grand-père, Émile, avait construit quelque chose de puissant, et mes parents m'avaient choisi pour le continuer. Ils n'avaient pas prononcé les mots, mais leurs actions avaient été plus fortes que tout ce qu'ils avaient jamais dit. Cette réalisation m'a changé. Benoît continuait d'appeler, laissant des messages dégoulinants d'arrogance. Profite de ton cabanon, Étienne. Je serai en Italie le mois prochain. Peut-être que je t'enverrai une carte postale depuis mon balcon. Chaque message me rappelait seulement la différence entre nous. Il croyait que le succès se mesurait au luxe. Je savais maintenant qu'il se mesurait à la responsabilité. Je n'ai pas répondu à ses appels. Je n'en avais pas besoin. Chloé a également réessayé. Elle a envoyé un autre message disant que je lui manquais et qu'elle voulait me voir. Cette fois, elle a ajouté, « Je me fiche de ce que tes parents ont laissé. Je veux juste que tu reviennes. » Mais je savais que ces mots étaient vides. Si j'avais vraiment été sans valeur pour elle, elle ne serait jamais revenue du tout. Elle avait senti l'argent dans l'air, et c'était la seule raison pour laquelle elle m'avait contacté. J'ai supprimé son message sans hésitation.
Pour la première fois, je me sentais assez fort pour partir sans regret. J'ai commencé à contacter discrètement des experts, des avocats et des historiens qui pouvaient m'aider à valider les droits fonciers et la valeur des artefacts dans la cave. Je l'ai fait sous un faux nom au début, en veillant à ne pas attirer l'attention. Les réponses ont confirmé ce que je soupçonnais déjà. La collection valait bien plus que ce que j'avais imaginé. Les droits miniers seuls pourraient tout changer. La richesse était réelle, mais la responsabilité aussi. Si je la gérais mal, je pourrais tout perdre. Si je la gérais sagement, je pourrais construire quelque chose de durable. Et c'est là que j'ai réalisé la véritable leçon. Mes parents ne m'avaient pas choisi parce que j'étais plus fort ou plus intelligent que Benoît. Ils m'avaient choisi parce qu'ils savaient que je ne le gâcherais pas. Ils savaient que je porterais le poids avec soin. Benoît avait reçu quelque chose qu'il pouvait montrer, quelque chose qu'il pouvait exhiber au monde. J'avais reçu quelque chose de caché, quelque chose de sacré, quelque chose qui exigeait de la patience et de l'humilité. Une nuit, assis près du feu, j'ai relu la lettre de ma mère. Ces mots résonnaient dans ma tête. Nous savions que tu protégerais cet héritage, que tu ne le gaspilleras pas. Pendant des années, j'avais voulu entendre mes parents dire qu'ils étaient fiers de moi. Je pensais que j'avais besoin de leur approbation prononcée à voix haute. Maintenant, je réalisais qu'ils me l'avaient dit de la seule façon qu'ils connaissaient. Ils m'avaient tout confié. C'était de la fierté dans sa forme la plus pure. L'homme qui était entré dans ce cabanon était brisé, humilié et désespéré. L'homme assis là maintenant était différent. Je n'étais plus l'ombre de Benoît. Je n'étais plus le fiancé raté de Chloé. Je n'étais plus la déception que mon père m'avait étiquetée. J'étais l'héritier de quelque chose de bien plus grand que l'argent. J'étais l'héritier de la confiance. Quand j'ai finalement décidé de quitter le cabanon pour un court moment et de retourner à Paris, je me suis comporté différemment. Je n'avais pas besoin de dire à Benoît ce que j'avais trouvé. Je n'avais pas besoin de l'étaler. Je le laissais croire ce qu'il voulait, car la vérité n'appartenait qu'à moi. En montant dans l'avion, j'ai pensé à la vitesse à laquelle Chloé reviendrait me supplier si elle connaissait la vérité. Et j'ai souri intérieurement. Elle ne l'entendrait jamais de ma part. En fin de compte, le cabanon avait été plus qu'un héritage. C'était un test, et c'était un cadeau. Il m'a brisé jusqu'à mon point le plus bas et m'a forcé à reconstruire non seulement le cabanon lui-même, mais aussi mon identité. L'or, les bijoux, les droits fonciers, ils avaient de la valeur. Mais la chose la plus précieuse que j'ai découverte dans les Alpes, c'est la vérité sur moi-même. S'il y a une leçon que je veux que quiconque écoute cette histoire retienne, c'est celle-ci: parfois, ce qui ressemble à un rejet est en fait une confiance déguisée. Parfois, les endroits brisés et oubliés de votre vie sont ceux qui cachent les plus grands trésors. Mes parents ne m'ont pas abandonné. Ils m'ont donné une chance de m'élever. Et quand je repense à l'homme que j'étais avant de monter dans cet avion pour les Alpes, je comprends quelque chose que Chloé a dit un jour. Elle m'avait traité de minable pathétique. À l'époque, peut-être que je l'étais. Mais debout ici maintenant, je peux vous dire avec certitude, je ne le suis plus. Alors, je vous pose la question suivante: si on vous avait remis un cabanon en ruine et qu'à l'intérieur vous aviez trouvé une fortune, que feriez-vous? Le vendriez-vous et courriez-vous après l'approbation du monde, ou le protégeriez-vous et honoreriez-vous la confiance placée en vous? Ce cabanon dans les Alpes a changé ma vie. Ce que je pensais être l'héritage le plus cruel est devenu le plus grand cadeau que j'aurais pu imaginer. Mes parents ne m'ont pas laissé pour compte. Ils m'ont confié quelque chose de plus grand que l'argent, quelque chose qui m'a forcé à devenir l'homme que j'étais destiné à être. Je suis allé là-bas brisé, humilié et en colère. Je suis parti en sachant que j'étais choisi, en sachant que j'avais une valeur qu'aucune insulte ne pouvait me retirer. Si mon histoire vous a parlé, si elle vous a fait réfléchir à votre propre vie et aux dons cachés au cœur de vos luttes, alors faites-moi une faveur. Aimez cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait si vous aviez été à ma place. Auriez-vous vendu la fortune et tourné le dos? Ou l'auriez-vous protégé comme mes parents voulaient que je le fasse? Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne. Chaque histoire que je partage est destinée à vous rappeler que même dans les endroits les plus sombres, il y a toujours quelque chose qui vaut la peine d'être trouvé.